COP27, changement climatique, eh bien, il faut bien le dire, les dirigeants du monde entier sont réunis à Sharm el-Sheikh en Égypte depuis quelques jours déjà pour réfléchir sur l'avenir de la planète. Mais à qui la faute si cette planète est en danger? C'est la question que l'on se pose ce soir. L'Afrique est le continent le plus vulnérable aux effets du changement climatique. Elle ne contribue pourtant qu'à hauteur de 3% à l'émission mondiale de gaz à effet de serre. Cette injustice climatique est au cœur des débats de la COP27 qui se tient sur le continent à Sharm el-Sheikh en Égypte depuis le 6 et ce jusqu'au 18 novembre. Les changements climatiques mettent à mal le fonctionnement de la planète, mais à qui la faute si le globe terrestre est en danger? Comment l'Afrique pourra-t-elle arrimer son industrialisation au respect des lois et règlements de la lutte contre le changement climatique? Voici autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette autre édition du Point sur l'actualité sur les antennes de Foyo Média. Eh bien nous l'avons commencé avec un tout petit retard. Nous irons donc très rapidement pour vous donner l'essentiel de ce qui doit être su, ou plutôt vous permettre de vous exprimer sur la question du changement climatique, ou plutôt les changements climatiques. On parle là de la COP27 qui se tient à Sharm el-Sheikh en Égypte. À qui la faute si la planète est en danger? C'est la question que l'on pose et certainement à vous de donner la réponse. Jonathan Batenguene est avec nous. Joe, on va y aller très rapidement. Bonsoir, mon frère Bachir Mohamed Ladan. Bonsoir à tous les panélistes, les téléspectateurs, les techniciens, le personnel For You, la direction générale du Cameroun, les forces de l'ordre de sécurité. Comme toujours, nous demandons la libération inconditionnelle et sans délai de notre sœur Edith Bucheri-Ballet, qui est emprisonnée, qui est embastillée injustement par le dictateur despote sanguinaire de Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara. Edith, nous sommes avec toi, notre sœur Edith Bucheri-Ballet. Tu seras bientôt libre comme ton pays, la Côte d'Ivoire, notre pays également. Merci très cher Batenguene. Eh bien, notre co-panéliste aujourd'hui, je le reçois pour la première fois. Il s'appelle Barthélémy Zaongo, il est activiste panafricain et militant de l'ONG, membre de l'ONG Urgence panafricaniste au Burkina Faso et bien sûr de l'organisation Pro-Poutine. Bonsoir Barthélémy Zaongo. Barthélémy, bonsoir, vous m'écoutez? On n'a pas le retour audio de Barthélémy. Certainement va-t-il activer l'onglet micro sur son téléphone. Ça nous permettra d'avoir un retour audio de ce côté. Barthélémy, bonsoir. Eh bien, le temps de faire tous ces réglages. Jonathan Batenguene, je me retourne vers vous. Depuis plusieurs années déjà, on parle des changements climatiques qui sont dus à l'émission des gaz à effet de serre. Et beaucoup de pays sont parfois pointés du doigt, notamment ceux de l'Occident, les pays les plus industrialisés. Aujourd'hui, cette 27e COP se tient à Sharm el-Sheikh en Égypte, donc sur le continent africain, et l'Afrique est au centre de toutes les préoccupations. Déjà, votre point de vue sur cette question des changements climatiques? Nous allons décevoir beaucoup qui ont beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce sommet. Pour nous, panafricanistes, nous ne pouvons pas corroborer des principes qui font partie de l'hégémonie occidentale, notamment cette question environnementale qui est un faux problème qui est posé à l'humanité. S'il est un faux problème, ce n'est pas que la préservation de l'environnement ne compte pas à nos yeux, mais nous pensons que cela doit s'inscrire dans un cadre souverainiste où l'État décide en fonction de ses politiques de développement industriel de comment il entend préserver la planète. Si la planète est notre bien collectif, il faut bien aussi que les gens se souviennent que lorsque l'œuvre colonisatrice a commencé et que la prédation vis-à-vis des matières premières dans les pays que nous constituons, qui étaient riches en la matière,
a commencé, cette prédation s'est faite sans vergogne par les pays qui aujourd'hui prétendent défendre l'environnement. Oui. Et il faut aussi rappeler que les plus grands pollueurs sont les pays qui prétendent défendre cet environnement. Ils ont les plus grandes ONG pour défendre ces affaires et pourtant ces ONG ne les empêchent pas de continuer leur action de pollution. Et cette pollution se fait au détriment de nous tous et à l'avantage de leurs économies. Donc, dans cette logique-là, nous ne sommes pas d'abord preneurs du sommet, que ce soit les COP et consorts. Et pourtant, les dirigeants africains s'y sont rendus, ils sont de ce côté-là, ils ont même d'ailleurs tenu une réunion en marche pour accorder leur violon, parler d'une seule et même voix. Nos dirigeants vont aux réunions même des Nations Unies. Nous ne sommes pas d'accord avec les Nations Unies. Si ça ne tenait qu'à nous, on ne devait plus faire partie des Nations Unies. Et pourtant, ils y vont. Ça fait partie de l'ancien ordre mondial que nous remettons en cause et que nous sommes en train de changer. Nous sommes en train de rentrer dans un ordre multipolaire où les États souverains déterminent leurs priorités et s'accordent sur un ensemble de points où ils ont une vision convergente. Ce n'est pas un ordre dominé par quelques pays. Et nous allons donc un peu revenir dans l'historique de ces questions environnementales. Les questions environnementales avant 1960 ne sont pas à l'ordre du jour dans le monde. 1960, la crise consumériste occidentale, quand on parle de la crise consumériste occidentale, pour ceux qui ont vécu là-bas ou bien pour ceux qui connaissent l'histoire, 1968, c'était le clou en France. Et la crise consumériste, c'était la crise d'une société d'abondance. Aux États-Unis, on parlait de l'ère du welfare. Et il y avait beaucoup de richesses. C'était le Fordisme qui était la méthode qui était utilisée pour la production. On parlait de production de masse, de consommation de masse, de standardisation de la production. L'Occident atteignait son apogée sur le plan industriel. L'industrialisation permettait de réaliser, l'homme croyait en sa toute puissance, presque tout. C'était ça, le consumérisme. Et pendant cette période, l'homme unidimensionnel, on se souvient bien de l'ouvrage d'Eben Marcuse, vient jeter un pavé dans la mare. Parce que l'unidimensionnalisme devient un problème pour les sociétés occidentales qui se disent « mais on est en train de perdre le process de notre identité particulière ». Et il faut donc reprendre en main ce contrôle historique sur les machines. Donc c'était comme si les machines prenaient le pas sur l'homme et l'homme devenait de plus en plus mécanisé. Il y a donc un ensemble de mouvements qui vont émerger, comme les mouvements, il y a des mouvements qui vont connaître leur essor, pas émerger, mais connaître leur essor. Il y a le mouvement féministe, il y a le mouvement des nudistes, il y a le mouvement des LGBT, il y a le mouvement des hippies. Donc tous ces mouvements vont connaître une résurgence et même les mouvements des droits civiques pour, par exemple, les personnes afro-descendantes qui sont aux États-Unis vont connaître un renouveau. Et pendant la crise consumériste, donc, ces grandes réponses qui ont été apportées, ces mouvements, on a commencé à parler des mouvements alternatifs, altermondialistes. Donc, les mouvements qui pensaient le monde différemment, des mouvements qui pensaient à des alternatives. Et c'est comme ça que le mouvement écologique émerge également comme une alternative à l'industrialisation massive sur le secteur tertiaire et secondaire. C'est les transformations de la société de consommation. Seulement, les États-Unis vont intégrer très vite ces nouveaux mouvements dans la diplomatie d'influence qu'ils vont développer, ce qu'ils appellent la public diplomacy. C'est une diplomatie asymétrique, c'est une diplomatie qui utilise des canaux non conventionnels comme les ONG, les associations, les médias, pour déployer la sphère d'influence des États-Unis. Et dans le cas d'espèce, ces mouvements-là vont être utilisés comme des lobbies de pression, d'abord au sein de l'appareil états-unien. Ils vont se retrouver à financer certains parlementaires qui mènent des actions. Ils seront même utilisés par certaines multinationales pour justifier un ensemble de politiques dites de protection de l'environnement, mais qui en fait sont dans le cadre de la garantie et la préservation des acquis de ces grandes entreprises. Et le mécanisme va se développer un cran au-dessus avec l'ONGisation des Nations Unies. Et lorsque l'ONGisation des Nations Unies va se réaliser, ces groupes de pression qui agissaient déjà au sein de la démocratie états-unienne vont remonter au niveau des Nations Unies, continuer leur process de mouvement de pression. D'ailleurs, dans l'érection de plusieurs règles sur l'environnement, vous allez voir que la majorité des représentants ayant le mandat spécial des Nations Unies
pour la défense de ces droits-là, c'était des personnes qui étaient proches des grands mouvements de pression aux États-Unis ou bien en Angleterre. Oui. C'est par exemple des gens qui ont travaillé avec Greenpeace, Greenpeace qui est associé à l'Open Society, donc qui dépend également du State Department des États-Unis. C'est eux qui érigeaient les règles que les États-Unis entendent être des règles cardinales pour la défense de l'environnement comme étant des règles internationales. Des règles que eux, et nous aimons bien le préciser, en fait, dans le principe de l'hégémonie, l'hégémon n'est pas obligé de se plier aux règles que lui-même il édicte. Oui. Si vous êtes l'hégémon, rien ne vous oblige d'être exemplaire. Rien ne vous oblige. Parce que vous êtes en fait l'homme le plus puissant de la bande. C'est grâce à vous qu'il y a l'ordre. D'ailleurs, l'ordre, c'est tant que tout le monde vous respecte, il y a de l'ordre dans la bande. C'est ça la signification de l'ordre. Donc les États-Unis n'ont rien qui les oblige à respecter les règles qu'ils encouragent leurs activistes environnementaux à ériger en règles universelles. Il y a donc, ça participe de ce qu'on appelle un impérialisme moral. Un impérialisme moral. On vous fait croire que vous défendez des valeurs immuables de l'humanité, alors qu'en fait vous défendez les intérêts d'une caste de personnes qui sont bien localisées. C'est les oligarchies états-uniennes qui contrôlent ces ONG, qui s'assurent que ces ONG défendent toujours. On va prendre l'échec du sommet de Rio de Janeiro. Comment est-ce que ça a été conçu, Rio de Janeiro? Parce que tout ça qui avait commencé en 70, c'est à Rio de Janeiro que ça a pris la sphère formelle de défense au niveau des Nations Unies. C'était le triomphe de la cause écologique. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Rio de Janeiro? À Rio de Janeiro, on est venu ramasser en Afrique toutes sortes de leaders d'associations qui n'étaient pas forcément les plus grands défenseurs de l'environnement. Mais on a pris tous ces leaders d'associations qu'on a intégrés dans le circuit des Nations Unies, qui venaient, recevaient des perdièmes, recevaient des financements, en fait étaient corrompus dans la machine internationale pour revenir promouvoir le discours de la protection de l'environnement. Mais regardez nos environnements ici en Afrique. Vous pensez vraiment qu'il y a des associations qui se battent pour la préservation de ces environnements? Non. Les plus grands scandales de pollution, il y en a ici en Afrique. On se souvient par exemple la pollution à l'amiante au niveau de la Côte d'Ivoire, avec il y a cette entreprise française qui a été versé des déchets. Tout à fait. Ils avaient rejeté des déchets. On se souvient de Elf, qui a exploité le pétrole au niveau du Gabon et a dans une ville pollué toute la ville. On se souvient également à l'époque, c'était Areva qui a pollué toute une ville au Gabon, qui a pollué au niveau du Niger. Comment est-ce que ces villes-là sont défendues? Est-ce qu'il n'y a pas d'associations qui se battent pour? Donc, ces ONG, ces organisations africaines, on les a utilisées, on les a achetées avec des finances, on a mis de l'argent pour défendre la cause, en fait des causes qui n'avaient pas véritablement de conviction, vu que l'Afrique, même dans les recherches, ça montre qu'il n'y a pas, l'empreinte carbone de l'Afrique est tellement faible, voire même elle est presque inexistante sur la planète. Donc, avec ces mouvements, on a vulgarisé ces mouvements de pensée, on a justifié un impérialisme moral qui est devenu comme une cause planétaire. Mais en fait, c'était des mécanismes pour limiter deux choses. La montée de l'URSS et la montée de la Chine, qui étaient des concurrents économiques de l'Occident. Il fallait les limiter et c'est pourquoi on a utilisé les mouvements. Je reviens à vous, très cher Batenguene. Alors, est-ce qu'on peut retrouver notre ami Barthélémy Zaongo? Barthélémy? Bonsoir, vous m'écoutez? Alors, on vous a en image, mais on ne vous écoute pas, cher Barthélémy. Le temps de régler tout cela. Alors, signé Pierre, je vous propose de prendre l'élément que nous a préparé Assam Zili, qui parle justement de cette COP 27 avec la position de l'Afrique qui est mise en avant. On va l'écouter, on revient juste après. Lourdement frappée par les affres du changement climatique, l'Afrique réclame plus de moyens pour lutter efficacement contre ce fléau. Alors qu'un rapport de la COP27 fait écho d'une enveloppe de 200 milliards de dollars par an, suffisante pour le financement d'actions climatiques sur le continent, pour les représentants de l'Afrique présents à cette conférence internationale, une attention particulière devrait être accordée au continent noir, qui bien que ne représentant que moins de 3% des émissions de gaz à effet de serre, est malheureusement la partie du globe la plus touchée.
par les conséquences du réchauffement climatique. Les pays riches, grands pollueurs de la planète, sont appelés à engager des actions destinées à favoriser sur le continent noir l'usage des énergies dites propres. Les promesses faites lors de l'édition de 2022 qui s'est tenue à Copenhague n'ont pas vraiment été respectées. Sur les 100 milliards de dollars par an promis, à peine 80 milliards ont été mobilisés. À noter que les répercussions du réchauffement climatique ont affecté ces dernières années les secteurs clés tels que l'agriculture et les conditions de vie de nombreux Africains. Les pénuries d'eau, les inondations et les sécheresses sont autant de fléaux récurrents qui devraient amener les dirigeants africains à adopter des politiques climatiques adéquates aux besoins du continent. Merci Lourdement frappé par les Merci à vous, Assam Zili, et à toute la rédaction de Foyo Média Africa. Est-ce qu'on peut retrouver Barthélémy? Barthélémy, bonsoir, vous m'écoutez? Alors, ce sera certainement pour une prochaine fois. Jonathan Batengeni, pourquoi l'Afrique a-t-elle accepté de s'aligner derrière cette question climatique? Et pourtant, elle est quand même le continent le moins pollueur. Seulement 3% de tout ce qui est émis comme gaz à effet de serre sur la planète. L'Afrique n'a pas accepté. On a mis de l'argent et les Africains en ont besoin. L'Afrique s'est retrouvée embarquée dans une affaire. Mais cet argent, c'est resté quand même des promesses. Non, il y a de l'argent qui est venu en Afrique. Nous avons parlé, par exemple, l'environnement, ce n'est pas les États. Oui. L'environnement, ce qu'on appelle... L'argent est passé, dites-vous, vers les ONG. Il y a les accords multilatéraux sur l'environnement. Oui. C'est le point, parce que l'environnement, lui, son droit international est spécifique. Il y a les accords multilatéraux sur l'environnement. C'est à partir de ça, c'est les mécanismes qui permettent de réguler l'environnement. Oui. Donc, on mise beaucoup plus sur les ONG et les associations en matière d'environnement. Oui. Les États négocient, mais c'est les conférences des partis qui permettent de structurer le cadre de la protection de l'environnement. Oui. Donc, on a mis de l'argent, on est venu chercher des Africains. Par exemple, Bachir, si vous avez votre association qui vous avez bâti votre association pour la promotion de l'environnement, vous dites comme ça, de manière, et que votre travail, c'est curer les caniveaux tous les week-ends, balayer les cours ou bien les ruelles de votre quartier, vous serez invité. Les Nations Unies, on vous invite. On dit, oui, ça c'est un travail important. Eux-mêmes sont conscients que ce n'est pas la dimension environnementale qu'eux, ils entendent protéger. Oui. Par exemple, vous n'êtes pas dans la protection de ce qu'ils appellent la biodiversité. Oui. Vous n'êtes pas dans la lutte contre la pollution. Vous n'allez pas menacer leur multinationale. Mais on vous considère comme une association sérieuse. On vous invite à la conférence des partis. On vous invite à des conférences internationales. Et vous vous trouvez demain financé, propulsé comme nouvelle élite économique avec tout ce que ça comporte. Vous jouez un rôle désormais prépondérant. Même votre État vous prend en considération parce que vos ministres constatent que vous êtes constamment à l'international sollicité. Mais votre association, nous revenons. Mais les promesses visant les États, en 2009, je crois que c'était la COP 15, la COP 15, il y avait eu une promesse de préparer une enveloppe de 100 milliards de dollars qui devait être reversée notamment aux pays les moins pollueurs, avec l'Afrique en tête naturellement, mais ça n'a jamais été fait. Ça, c'est il faut regarder les promesses qui n'ont jamais été tenues. Le Mali avait ses problèmes. On a trouvé 3 milliards de dollars qui devaient être déboursés. Et les Maliens disent qu'ils n'ont même pas vu encore, ils n'ont pas vu 100 millions de dollars débarquer sur leur territoire. Il y a des promesses, qui sont faites à l'international qui ne sont pas tenues parce que ça participe de la flagonnerie internationale. Oui. Il y a des sujets sur lesquels l'Occident flagonne parce que ses intérêts ne sont pas directement liés à cela. Je prends le cas des associations pour que vous voyez de manière claire. Quand on prend des associations qui balaient les rues dans les quartiers, des associations qui curent les caniveaux, on vous dit que c'est des associations qui protègent l'environnement. Oui. Vous voyez que c'est des choses sérieuses, ça? Mais est-ce combien d'associations qui défendent véritablement les droits la biodiversité et qui s'engagent à défendre les droits des populations contre la pollution industrielle vont se retrouver financés à l'international? Alors là, si vous commencez comme ça, vous serez jeté en cellule. Oui.
Quand vous avez votre association, vous dites on va s'occuper de l'environnement. Vous avez une multinationale qui pollue le quartier. Si avec vos membres, vous allez bloquer pour demander, vous serez jeté en cellule et on ne parlera pas de vous, on ne vous invitera pas dans les grandes réunions. Oui. C'est donc c'est un impérialisme moral bien structuré qui fait que ça participe de la gesticulation internationale avec des cibles bien précises. On fait semblant de s'intéresser à un sujet, mais au fond, on ne s'y intéresse pas. Oui. Ce qui intéresse, c'est l'axe stratégique qui est mobilisé sur le sujet. Et l'axe stratégique, c'est quoi? Nous avons dit, il y avait l'USS qui représentait une menace considérable avec son industrialisation massive. Il fallait susciter des politiques qui pouvaient condamner son activité. D'ailleurs, on disait que la différence entre l'industrie en Occident et l'industrie des pays de l'Est, c'est que ces industries-là ne respectent pas les normes environnementales. Oui. Donc, on discrédite déjà, on jette un discrédit d'industrie qu'ils ont chez eux. Or, en fait, c'est une manière de se prémunir de la compétition que ces industries savent produire ce qui respecte l'environnement. Et ils ont fait ça avec les Chinois. C'est-à-dire, c'était une bataille idéologique qui était bien menée sous des oripeaux d'un principe moral. On défend l'environnement, on défend notre planète. On nous disait d'ailleurs que nous avons eu cette planète en héritage et nous devons la garder pour les générations futures. Alors, pour les générations futures, voyons si la liaison est bien établie avec notre cher Barthélémy. Ce sera certainement la dernière tentative avant d'aller au standard, puisque Galoseli, lui également, il nous attend. Barthélémy Zaongo, est-ce que vous me recevez? Parfaitement. Merci. Allô, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci d'être avec nous. Eh bien, on a égrené quelques minutes déjà dans le cadre de cette édition. Et comme je vous reçois pour la première fois sur un sujet quand même très intéressant, la COP27, on parle des changements climatiques avec cette thématique centrale. À qui la faute si la planète est en danger? Bonsoir, Afrique et Forum Média. Bonsoir. Merci. Bachir. Oui. Et bonsoir également à mon panéliste, Jonathan. C'est ma toute première intervention sur votre média. Vous m'excusez pour ma voix qui a un peu, voilà, j'ai un peu de difficultés pour parler ce soir. Je suis un peu allumé. Vous m'excusez pour tout cela. Oui. Alors, il faut dire que je vais me présenter davantage afin que beaucoup de gens ne me connaissent pas sur ce plateau. Oui. Voilà, je suis Barthélémy Zongo du Burkina Faso. Je suis un activiste panafricaniste. Je suis également le représentant de la coalition Burkina-Russie, un mouvement associatif qui œuvre pour la diversification des partenariats géostratégiques avec tous les pays qui veulent vraiment un monde multipolaire, un monde vraiment qui part dans le sens des relations gagnant-gagnant. Donc, grosso modo, je suis très honoré d'être avec vous ce soir pour parler vraiment de ce thème très, très intéressant, et à savoir les changements climatiques. Oui. Alors, il faut dire que c'est une thématique très intéressante. Alors, j'ai toujours dit que les changements climatiques causent réellement un débat de fond. Oui. Déjà, entre les scientifiques qui n'arrivent pas à savoir exactement si ces changements climatiques sont naturels ou sont liés exactement aux activités humaines. Mais beaucoup tendent à dire vraiment que grâce à l'industrialisation du 19e siècle, le monde n'a été autant le lieu de concentration de CO2 jusqu'à aujourd'hui que grâce à cette industrialisation du 19e siècle. Donc, unanimement, la grande majorité des scientifiques s'accordent à dire vraiment que c'est dû vraiment à l'activité de l'homme qui est en grande partie responsable de ce que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, pour qui est en grande partie responsable, je pense que objectivement, les Occidentaux, que ce soit les Occidentaux ou les Africains, tout le monde est unanime quand même que l'Afrique, relativement à l'Afrique, ne pollue presque pas. Parce que, vu les experts, les chiffres des experts, les experts disent vraiment que l'Afrique ne représente que 3% en matière de pollution. Si on voulait vraiment nous comparer aux autres puissances telles que la Chine, les États-Unis, un peu partout. Alors, donc, je pense que cette conférence c'est pas une conférence anodine. Oui. Voilà. Barthélémy, si vous pouvez juste arranger un tout petit peu la caméra pour que nos téléspectateurs quand même découvrent votre visage, qui est d'ailleurs, voilà, on va juste repositionner. Barthélémy qui a aussi beaucoup d'assistance de ce côté. Voilà. Pendant que vous parlez, vous poursuivez s'il vous plaît. Ça, c'est les aléas du direct. Eh bien, il n'y a pas de problème. Allez-y.
Voilà, donc j'ai toujours dit que cette conférence, COP, que ce soit COP 15, que ce soit l'accord de Paris, COP 27, que nous venons de voir démarrer hier au niveau de Charles Michel, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas aussi différent comme l'a si bien dit. C'est une mafia organisée par les multinationales, par le deep state, ceux qui dirigent le monde, selon les enjeux géopolitico-économiques, pour voir qu'est-ce qu'il y a concrètement à proposer au reste du monde. Voilà. Donc c'est ce cinéma organisé par les dirigeants du monde, tous ceux qui dirigent le monde, voilà, pour implémenter, pour dicter les lois au reste du monde. Et je pense que ni l'Afrique, ni les autres pays du monde, les pays pauvres, ne sont épargnés par ce dictat des multinationales, par ce dictat de tous ceux qui veulent vraiment ce monde uni pour les. Et je pense que c'est dans cette dynamique-là, les autres pays, ils n'arrivent pas à s'entendre, les deux blocs n'arrivent pas à s'entendre, que ce soit le bloc de l'Est dirigé par Moscou. Voilà, parce que quand vous vous rendez compte qu'avec le discours de Macron, on sent que alors vous me suivez? Voilà. La guerre de l'Ukraine, la guerre ukrainienne est revenue encore sur la table de discussion. Donc, ça veut dire que les enjeux sont beaucoup énormes, que ce soit en matière de crise énergétique, puisque l'Afrique est l'un des réservoirs en matière de ressources naturelles pour faire fonctionner les grandes industries du 19e siècle. Bon. Donc, l'Afrique est le continent pourvoyeur de matières premières. Et dans ce contexte actuel, quand nous suivons le discours de Macron, ça laisse vraiment s'inquiéter parce que comment peut-on comprendre que vous n'aimez pas les Africains, mais vous êtes beaucoup plus préoccupés sur le changement climatique qui s'opère à travers le monde et globalement au niveau du continent africain? Il y a de quoi vraiment se poser la question. Alors, donc, je pense que cette conférence-là, grosso modo, elle n'est pas aussi utile pour l'Afrique et je pense qu'elle profite pas trop à l'Afrique. C'est juste pour une question de redistribution des cartes. C'est une question de revoir comment ils peuvent toujours piller les ressources naturelles au niveau de l'Afrique. Parce que quand je vois que Macron donne 6 mois pour qu'il y ait des financements ou bien tous les pays qui sont au niveau de l'Afrique, les pays qui sont durement touchés par cette crise climatique, puissent peut-être avoir des avantages en matière d'appui budgétaire. Je pense qu'il y a toujours des agendas politico-géoéconomiques. Donc je pense que pour tout Africain qui est vraiment averti, je pense que cette conférence n'est que de la poudre aux yeux et on n'a pas grand-chose à attendre vraiment de cette conférence de Charles Michel en Égypte. Très bien. Merci à vous, Barthélémy Zawongo. Eh bien, donnons la parole à nos téléspectateurs et nous commençons par le très ponctuel Gallo Célie. Gallo, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Ladan. Bonsoir à votre invité, monsieur Batenguene, et à tous ceux qui écoutent For You. Merci. Monsieur Ladan, l'histoire de la COP21 ou bien de la police, du changement climatique, c'est l'histoire de l'homme blanc. Celui-là qui croyait qu'il peut dépasser Dieu. Quand l'homme blanc est arrivé en Afrique, il a tout détruit. Les Africains appellent les blancs des destructeurs. Mais en Amérique, les Indiens les appelaient les petits frères. Parce que l'homme blanc n'a jamais compris qu'il fallait imiter la nature pour avoir quelque chose de durable. C'est ce qu'on appelle le développement durable. Il y a eu des civilisations avant la civilisation occidentale, mais elles n'ont jamais pollué ou bien modifié la nature de notre atmosphère. Donc la révolution ou bien la révolution industrielle occidentale est appelée la révolution du carbone. C'est pour ça qu'il faut souvent faire la part des choses. Il y a d'un côté ce qu'on appelle les pollutions. Il y a différents types de pollution de l'air, la pollution du sol, la pollution de l'eau, les déchets nucléaires, même la pollution sonore ou bien la pollution lumineuse. Ce qui fait que l'Afrique reste encore le paradis sur cette terre. Vous pouvez dormir en Afrique, dans certaines régions, ça va être affecté par la lumière ou les bruits et tout cela, ce qui est impossible sur les autres continents. Mais cela dit, ça c'est la partie pollution. Mais de toutes ces pollutions, celle qui affecte le réchauffement climatique, c'est la pollution au CO2, le carbone. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc tout ce que M. Batenguene a détaillé tout à l'heure concerne plus, avec les associations, ça concerne plus les pollutions en général. Mais quand il s'agit de la pollution au CO2, l'Afrique
est vraiment neutre. C'est pour ça que par rapport à cette pollution, nous ne pouvons rien faire. Puisque nous n'avons rien fait, nous n'avons rien détruit. La nature est encore intacte en Afrique. Par contre, c'est à ce moment qu'on a sorti la notion de pollueur-payeur. En introduisant la notion de pollueur-payeur, il a fallu définir d'abord les normes. C'est quoi la norme? On dit celui qui produit plus de CO2 paye. Et celui qui absorbe le CO2 peut recevoir de l'argent. C'est ainsi qu'on a évalué beaucoup de pays en Afrique. Il faut le dire, beaucoup de pays en Afrique comme le Gabon, le Cameroun reçoivent de l'argent, monsieur Ladan. C'est pour ça que vous avez insisté en posant la question à monsieur Batengene. Mais comme nos pays sont corrompus, cet argent se perd dans les dédales de la corruption internationale. Mais sinon, quand vous avez un pays comme le Gabon, qui a une grande forêt, qui absorbe plutôt le CO2, parce qu'il faut l'expliquer, le réchauffement climatique, c'est tout simplement le fait que le CO2 détruit la couche d'ozone et on n'a plus la protection contre le soleil. Du coup, le soleil réchauffe notre planète. Donc, pour éviter de détruire la couche de CO2, il y a deux solutions. Soit on ne produit pas de carbone, soit on absorbe ce carbone. Or, la forêt est un grand absorbeur de carbone. Donc, tous les pays qui sont en zone tropicale ne produisent pas de CO2, ils absorbent plutôt, donc ils peuvent recevoir de l'argent. Et les pays qui ne sont pas industrialisés naturellement ne produisent pas beaucoup de CO2, ils peuvent également recevoir de l'argent. Et effectivement, ils reçoivent cet argent, monsieur Ladan, mais ils le détournent totalement. Voilà ce que je souhaitais ajouter. Merci de m'avoir écouté. Merci infiniment pour cette précision qui est très très importante. Beaucoup de pays quand même reçoivent cela, et Jonathan d'ailleurs l'avait dit. Et malheureusement, cela disparaît, on ne sait comment. Anyway, allons voir ce qu'en pense Jean Sakponou depuis les États-Unis. Bonsoir Jean. Bonsoir Bachir. Bonsoir aux techniciens. Bonsoir à ceux qui écoutent For You Media. Bonsoir à vos invités, Jonathan et puis Barthélemy. Bachir, le problème de c'est pas climatique là, ça fait rire moi, ça me fait rire moi parce que c'est une fiction. C'est une fiction et c'est une tromperie. Et comme Jonathan l'a dit, ce sont les mondialistes qui ont... Et ça a commencé d'abord par le Vatican. Hein, quand Georges Bergoglio, je sais pas, Pape François, a fait sortir un livre qu'on appelle Laudato Si, sauver la terre. Hein, et puis, vous voyez, c'est ce qu'ils ne comprennent pas. Même spirituellement, ils disent qu'ils travaillent, les gens sont dans la spiritualité, mais ils ne comprennent pas. Et curieusement, c'est le cardinal ghanéen qu'on a nommé comme directeur, dirigeant et c'est lui qui a propagé ce livre-là, il s'appelle Thompson. Donc, c'est lui qui a propagé ce livre-là, et puis il expliquait dans les conférences comment sauver la terre. C'est des bêtises comme ça. Alors que c'est les satanistes qui ont décidé de manipuler encore le monde en faisant croire qu'ils sont sensibles à l'humanité, alors que ce sont les destructeurs de l'humanité. Bachir, moi ça me fait rire. Bon, je ne vais pas donner mon titre, mais quand moi j'entends ça, ça me fait rire parce que quand même on parle de scientifique, aujourd'hui tout le monde se déclare scientifique parce qu'on a des titres. Les scientifiques, c'est pas eux qui ont fabriqué le vaccin qui tue, vaccin Covid, c'est consorts qui tue, qui peut détruire l'humanité. Et c'est ceux-là à qui on fait confiance. Non, ces scientifiques-là sont des scientifiques pour l'argent. Vous voyez, Bachir, nos grands-parents en Afrique avaient résolu ce problème-là. Condition climatique, là, c'est déjà résolu. Il faudrait que chaque pays, d'ailleurs, s'intéresse à son espace. Chaque continent, je vais dire, que l'Europe s'intéresse à son continent. Ils ont pollué tout. Ils ont tout pollué. La couche d'ozone est détruite complètement chez eux là-bas. Tout est pollué. Maintenant, ils font semblant. Hein? Et les Africains naïfs, Bachir, c'est un long débat. Les Africains naïfs prennent de l'argent et puis ils pensent que oui, ils sont dans une cause juste. Ils sont manipulés. L'argent qu'ils prennent, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Voilà, vous parlez de corruption. Corruption est leur outil de guerre. C'est pour emballer le monde, pour truquer encore. Mais ils ont menti. Ils ont découvert. C'est ceux-là qui parlent de conditions climatiques qui demandent encore à cette ère énergétique aux producteurs de pétrole de produire davantage. Est-ce que ceux-là sont sincères? Vous allez croire à ceux-là? Ceux qui se disent défenseurs, c'est eux-là qui arment l'Ukraine. On utilise tout là-bas. Et c'est ceux-là qui se disent conditions climatiques, n'importe quoi. Bachir, je m'arrête là. Ils seront punis eux-mêmes. Ils seront noyés dans leur propre eau. Que l'innocent
soit toujours vigilant, que l'Afrique soit toujours vigilant. Nous avons les solutions chez nous. Nous avons toutes les solutions chez nous pour préserver l'espace, préserver nos forêts. C'est eux qui nous détruisent. Ils détruisent nos forêts. Je m'arrête là et pour ne pas trop prendre d'antenne. Il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, je m'arrête là. Que Dieu bénisse, sommes en guerre. Bye. Merci à vous, Jean Sarpono, pour la contribution. Alors, on va momentanément revenir vers le plateau avant de retourner au standard, signé, à moins que vous n'ayez déjà mis quelqu'un en attente. D'accord, on revient vers Jonathan Batengini. Alors, je vous ai vu tout sourire pendant que... Tout à fait. Oui. C'est cette affaire de financement. Oui, notre frère Célie a raison. Oui. Il y a de l'argent qui vient. Mais l'argent ne vient pas pour l'État. Monsieur Célie, l'argent ne vient pas pour l'État. L'argent vient des organismes internationaux vers les organisations qui sont réputées être au Cameroun les points focaux pour cette préservation. Par exemple, on se dit que si on donne ça à l'État, l'État, justement, vous avez raison, ça finira dans la corruption. Qu'est-ce qui vient au Cameroun? Pour la RDC, le Cameroun, en 2021, c'est 2,73 millions d'euros. Mon frère Célie, pardon, papa, toi-même regarde, 2,73 millions d'euros. C'est combien en termes d'argent pour réaliser des projets d'envergure? Et ça vient en coupure de 150 000 euros pour les financements. C'est des financements prêts pour les organisations de la société civile qui sont dans le domaine de 150 000 euros, 400 000 euros maximum. Vous voyez que là, si on fait seulement 5 projets de 400 000 euros, oui, et ça fait 2 projets pour, s'il faut être démocrate, s'il faut être équilibré, 2 projets pour la grande RDC, plus de 2 millions de kilomètres carrés et 2 pour le Cameroun. Mais s'il faut encore tenir compte de l'équité, c'est-à-dire tenir compte de la superficie de la RDC, c'est 3 projets et 1 pour le Cameroun. Donc, vous, mon frère Célie, vous n'allez même pas voir le 10 projets. Mais est-ce que ces questions du changement climatique, du point de vue africain cette fois-ci, est-ce que ça ne ralentit pas, pour ne pas dire ça ne bloque pas les différents projets d'industrialisation de nos pays? Mais c'est ce que le président Abdou Diouf, c'est un larbin de la France-Afrique, nous le reconnaissons. Mais Abdou Diouf lui-même, dans son larbinisme, quand ça a été posé, il a dit à la commission, il avait dit, c'était au début des COP, il a dit, mais l'Occident pour se développer a pollué. Laissez l'Afrique aussi se développer industriellement. Nous, on va s'industrialiser, on aura les mêmes problèmes et on va se préoccuper aussi de l'environnement comme vous. Donc, ce que vous dites, c'est vrai. C'est ça la réalité. Nous disons, c'est un problème qui a été suscité pour bloquer le développement industriel de la Chine et de l'URSS. Et ça n'a pas marché parce que ces pays-là ont misé sur leur développement industriel sans regarder ces cache-sexes. Déjà que le GIEC, notre frère Célie a parlé du GIEC, par exemple, parle des affaires climatiques. Le GIEC se base sur des conclusions erronées. Allez voir le profil des membres du GIEC. Dans le GIEC, il y a très peu de scientifiques. Le GIEC part sur des mensonges pour justifier son rapport. Le GIEC est le groupe international sur l'environnement et le climat. Le GIEC dit que en l'an 2000, d'abord si on prend le pacte de Rome, le pacte de Rome disait qu'en 2000, les réserves de pétrole allaient être épuisées. Nous sommes en 2022. On n'est même pas encore en train d'utiliser 50% des réserves éprouvées de pétrole de la planète. En 2022, vous voyez un mensonge, c'est le premier mensonge, le pacte de Rome. Vous prenez les conclusions du GIEC sur le réchauffement, le fameux réchauffement climatique. Les scientifiques spécialistes de la question disent que la planète aujourd'hui par rapport à 1850, c'était 1,3 degré la température moyenne sur la planète. Aujourd'hui, cette température est de c'était de 1,1 degré. Aujourd'hui, c'est 1,3 degré. Donc, on est monté de 0,2 degré. Et ils disent que par rapport à ce qu'on a vu à la COP 21 à Paris, c'est 1,5 degré qui était le seuil qu'on plaçait comme étant seuil de réchauffement, à partir duquel on parle de réchauffement climatique. Encore un argument faux. Ils disent que 97% des scientifiques sont d'accord avec les conclusions du GIEC. Un argument qui est faux. Seuls 3% dans les réponses disent que certainement le GIEC a raison. Le reste, 97%, dit qu'ils ne savent pas à quoi imputer. Parce que les astrophysiciens qui travaillent sur la question sur les modèles de climat parlent d'une modélisation à partir des données qu'ils ont collectées dans l'univers. Ils disent que
il y a des phases à partir desquelles on observe des changements climatiques importants qui ne sont pas forcément liés à l'activité humaine. C'est dû à la nature même de l'univers. Donc, vous avez donc des situations qui sont instrumentalisées il y a quelques jours, il y a 3 jours. Un scientifique éminent qui a travaillé avec le GIEC a reconnu une chose, que effectivement la question environnementale faisait partie de l'impérialisme moral qui a été brandi. On a utilisé les peurs des gens pour justifier un ensemble de politiques impérialistes. Et c'est ce qui est en train de se passer. Quand vous le dites, ça nous rappelle. Et quand vous voyez quand même à Sharm el-Sheikh, comme tous les grands sommets de l'environnement, eux tous ils viennent avec quoi? Les avions. Bien sûr. Ils font quoi? Un peu de pollution, tout simplement. Un peu de pollution. Alors, retournons vers Barthélemy Zongo. Barthélemy, l'Afrique, comment est-ce qu'elle peut arrimer justement sa politique de développement industriel au respect des lois et règlements qui sont aujourd'hui mis en place dans la lutte contre le réchauffement climatique? Alors, donc je pense que objectivement parlant, l'Afrique n'a pas tellement son mot à dire parce qu'elle ne pèse pas sur l'agenda géopolitico-stratégique. L'Afrique ne pèse pas parce que les pays africains sont déjà désunis et intérieurement, après ça aussi, les pays africains n'ont pas d'alliés puissants qui leur permettent de peser sur l'échiquier international. Alors, quand vous prenez Trump, en son temps, qui a quitté l'accord de Paris, c'était pour permettre l'exploration des gaz de schiste au niveau des États-Unis. Alors, donc je pense que c'est un championnat de dinosaures organisé pour, organisé pour empêcher l'industrialisation des pays africains et contrer également la montée en puissance des pays de BRICS, des BRICS comme la Chine, comme la Russie, beaucoup de pays qui sont en train de s'émanciper sur le terrain industriel. Donc l'Afrique gagnerait objectivement à s'aligner vers ces BRICS-là afin de peser. Alors, et revenant un peu par rapport à cette question de financement que mes prédécesseurs ont eu à dire. Au bout de ici particulièrement, on se rend compte que toutes les associations, toutes les associations qui veulent avoir de l'argent, tu gagnerais beaucoup plus à orienter ton programme vers le programme de lutte contre la sécheresse, le programme de lutte contre la désertification, tout ce qui tourne autour des changements climatiques. Alors, donc je pense que l'Afrique n'aura pas grand-chose à gagner sur ce combat, parce que ce qui va venir à court terme sera beaucoup comme un tsunami qui fait sortir du poisson, et après maintenant, le tsunami va ravager les gens, je ne sais quoi encore. Donc c'est pour dire que ne soyez pas étonnés. Macron lui-même, il a dit qu'ils sont en train de mettre des mécanismes de protection juridique des écosystèmes. Alors, donc ne soyez pas étonnés, à moyen terme ou à court terme, de voir des écosystèmes qui seront sur la protection des institutions onusiennes. Et que l'Afrique n'aura pas la même issue sur ces réserves qui sont sur ses propres installations. Donc moi, je pense que cette question de climat, ce sera très difficile pour l'Afrique de s'en sortir, du moment où elle est confrontée à des crises sécuritaires, elle est confrontée à des crises de coups d'État par-ci par-là, et sur les rapports, parce que c'est une guerre de rapports de force. L'Afrique ne pèse pas. Alors, aujourd'hui, ils sont en train de dire qu'ils ne vont plus négocier avec les États-Unis à travers Nancy Pelosi, et en train de dire qu'ils ne veulent pas négocier, ils vont plus négocier avec la Chine sur la question du changement climatique avec son rival Pékin. Alors, c'est pour dire que c'est un combat de dinosaures, comme je le disais tantôt. Et objectivement, je vois l'Afrique s'en sortir seule face à ces dinosaures-là. Alors, donc, c'est comme je le disais tantôt, il va falloir que l'Afrique réoriente ses partenariats géostratégiques vers Moscou, qu'on arrive à trouver des dirigeants panafricains, des dirigeants qui ont de la vision, qui puissent vraiment aller vers ces pays des BRICS-là pour aller vers une dynamique d'émancipation qui va nous permettre aussi de s'industrialiser, sans quoi on sera toujours des consommateurs, et la même main qui donne, c'est la même main qui commande. Alors, et revenons un peu par rapport à ce que Macron lui dit, que la nature est leur meilleur ami. Et c'est faux, et archi faux. Karl Marx disait que le capitalisme est en train de détruire les deux sources de richesse, à savoir la nature et l'homme. Alors, donc c'est pour dire que ces multinationales, ce deep state, ils n'ont pas de sentiment envers l'Afrique. Ce sont les Africains, c'est le naïf africain qui pense toujours que les multinationales sont là en train d'injecter des milliards. Et je suis relativement spécifique.
pessimiste par rapport vraiment à ce que l'Afrique peut vraiment tirer en termes d'avantages sur voilà, comment s'adapter vraiment dans ce contexte de changement climatique en termes d'industrialisation. Barthélémy, eh bien, donnons la parole une dernière fois peut-être à nos appelants et on va commencer par Ken du Cameroun. Ken, bonsoir. Bonsoir frère Bachir, bonsoir tes invités, bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Qui sont les responsables du danger qui menace le monde au vu de la pollution de toute forme et du réchauffement climatique que subit le monde? Il est évident que ce sont les pays industrialisés au vu de tous les déchets que produisent leurs industries en fonctionnement qu'ils déversent dans la nature, sans omettre que c'est encore eux qui déboissent les forêts. Il est donc absurde que quand il leur faille réfléchir pour trouver des solutions optimales aux conséquences de leurs actes, ils se mettent aussi à indexer les pays non industrialisés dans cette affaire et à leur imputer leurs responsabilités, au point même de dire qu'ils vont leur venir en aide contre les retombées qu'ils endurent de cela. C'est insensé. Je m'arrête ici. Merci. Merci Ken pour la contribution. Depuis le Cameroun, Jonathan Batengene, depuis quelques décennies, les institutions climatiques utilisent un concept, celui de perte et préjudice. À chaque fois qu'on parle des questions climatiques, il se rapporte d'ailleurs aux dommages causés par le réchauffement climatique et tout ce qu'on connaît. Et l'Afrique, à ce jour, plus ne pas dire aujourd'hui, l'Afrique s'est réunie justement à Sharm el-Sheikh dans une réunion parallèle pour bien s'exprimer afin de récolter les fruits de ce concept de perte et préjudice. Est-ce qu'on n'est pas quand même dans une position de mendiant à ce niveau-là? Non, les gens sont dans la marchandisation de la pollution. Oui. Ça, c'est du cannibalisme à l'état pur. Oui. Bon, des gens vous disent que, bon, nous, comme on est les plus industrialisés, on pollue, on va vous donner de l'argent puisque vous ne polluez pas. Oui. Bon, restez même, ne soyez même pas pollués, vous aurez de l'argent plus facilement. C'est une manière de vouloir nous rendre paresseux. Oui. De faire en sorte que les États soient plus soucieux de ce que, en ne polluant pas, ils ont une manne financière qui leur revient de la part de ces gens-là. C'est ce qu'ils veulent créer. Et du coup, on ne peut pas s'industrialiser. C'est ça, une manière de freiner notre industrialisation. Ils ont créé cette affaire pour limiter la Chine et l'US. Tant que nous ne mettons pas ça en tête, nous n'allons pas comprendre les présupposés derrière. C'est une politique hégémonique comme toutes les autres. Les droits de l'homme, la protection des minorités, la protection des groupes marginalisés. Ça fait partie de leur principe, ce qu'on appelle l'impérialisme moral occidental. Donc, dans cette perspective, ils sont en train de développer un mécanisme qui va créer une nouvelle dépendance vis-à-vis de cette politique qui est criminelle du point de vue économique. Et nous, si nous adoptons, nous tombons dans le panneau. C'est pourquoi les États africains doivent refuser. Ils doivent refuser. Regardez un peu ces pays. Ils sont un peu bizarres. Vous avez le fonds d'investissement Vanguard, BlackRock, qui investissent dans tous les géants agroalimentaires de l'agro-business du Brésil. Pendant que vous parlez, Ngalo Sely souhaite ajouter quelque chose. N'hésitez pas à le prendre. Je le vois ici qui insiste à appeler. Ils investissent des milliards dans les grands groupes au Brésil. Et dans les grands groupes du Brésil où ils investissent des milliards, ces grands groupes détruisent l'Amazonie, qu'ils considèrent, ils disent que l'Amazonie, c'est le plus grand poumon. Allez-y, prenez. D'accord, prenons Ngalo Sely rapidement. Ngalo Sely. Oui, bonsoir, monsieur Ladan. J'ai appelé juste pour faire une petite précision. Ce n'est pas en contradiction avec ce que dit votre illustre invité, M. Batengene. Non, c'est juste pour dire que la pollution telle qu'elle est, ce n'est pas une fiction, M. Ladan. La Terre tourne. C'est-à-dire le trou d'ozone ne se trouve pas en Europe ou en Amérique. Non, c'est pour tout le monde. Dont l'Afrique, je veux dire, va assumer la conséquence de la pollution qu'ont créé les Occidentaux. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Et les conséquences sont très simples. C'est que quand la température augmente, les zones désertiques seront plus chaudes et les zones de grande pluviométrie vont avoir des inondations incroyables. Moi, je vous dis, d'après les rapports que j'ai vus, il y a des pays comme le Sri Lanka, en Indonésie, qui sont complètement sous les eaux.
ce qu'on n'avait pas vu depuis des années. Donc, ce n'est pas une fiction. Mais par contre, penser que c'est une notion pour empêcher à des pays à se développer, ça peut être l'intention. Mais dans la réalité, ce n'est pas possible. Qui peut empêcher à la Chine de se développer? Qui peut empêcher au Cameroun de se développer? Personne, ça n'empêchera personne. Mais comme votre émission est une émission éducative, là où l'Afrique peut tirer son épingle du jeu, M. Ladan, c'est de créer une forme d'industrialisation, pas calquée sur l'Occident, qui est en harmonie avec la nature, qui empêche les pollutions. Croyez-moi, les Européens boivent de l'eau radioactive, ils mangent mal, ils ne boivent même plus l'eau du robinet parce que tout est pollué. Si nous prenons les mêmes modèles, nous aurons les mêmes conséquences. Donc il nous faut penser à imiter la nature, c'est-à-dire créer ce qu'on appelle le développement durable. Ça n'empêche pas de se développer, mais vous pouvez vous développer en vous disant « j'aimerais toujours boire une très bonne eau, j'aimerais toujours respirer de l'air pur, j'aimerais toujours dormir sans avoir beaucoup de bruit ». Donc c'est ça, je crois que le rôle de votre émission, c'est d'appeler nos chefs d'État, d'appeler les Africains à dire « trouvons un mode de développement qui ne pollue pas d'un côté, et qui va essayer d'assumer la pollution qu'ont créé les autres pays. Parce que malheureusement, cette pollution, vous ne pouvez pas l'éviter. Ce n'est pas nous qui l'avons créée, mais nous craignons. Voilà ce que je souhaitais ajouter, M. Ladan. Allez, merci, cher Ngalo Sely. Alors, on a quelques 3 ou 4 minutes. Jonathan Batenguene, je veux vous compléter votre analyse. Et puis, on donne le dernier mot à notre invité. Au Brésil, ces mêmes gens, c'est eux qui détruisent l'Amazonie. Oui. Prenez le scandale d'Amstel à la Mapa. Amstel, c'est une société brésilienne, c'est le leader. C'est le numéro 2 mondial en matière d'intermédiation du soja. Oui. C'est même le leader mondial en matière d'intermédiation du soja. Et c'est un gros producteur de soja également. Amstel a pour financier BlackRock, Vanguard et tous les grands fonds d'investissement états-uniens. Amstel a détruit près d'1 million d'hectares au Brésil. Oui. Près d'1 million d'hectares de la forêt amazonienne. Vous avez vu un jour, on a parlé de Amstel dans les... Au contraire, parmi les manifestants que vous voyez bloquer Lula, il y a les gens d'Amstel qui ont leurs gens, parce qu'ils ont les élus, les députés au Brésil. Oui. C'est lié même à la politique. Ils détruisent dans plusieurs pays, ils achètent des terres, ils détruisent les écosystèmes et ils créent des industries. La Chine également est empêtrée dans de telles pratiques. Hein. Donc, ça participe de la puissance économique. Les gens utilisent l'environnement pour nous empêcher de faire ce qu'eux ils font. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Il n'y a pas deux manières de marcher. Bachir, si je ne veux pas que vous marchiez, je vais vous dire une chose qui est contradictoire avec la marche. Je vous dis, Bachir, déplacez-vous sans marquer des pas. C'est une manière de vous dire rester sur place. Comment vous pouvez vous déplacer sans marquer des pas? Vous n'avez pas des ailes pour vous envoler. Il n'y a pas deux manières d'industrialiser un pays pour l'instant. Les mécanismes sont les mêmes. S'il faut goudronner les routes, s'il faut bitumer les routes, comment est-ce que l'Afrique s'y prendra? Pour l'instant, il n'y a pas de moyens. On connaît tous comment le bitumage se passe. Ouais. Si l'Afrique veut se doter de l'industrie métallurgique lourde, si nous voulons résoudre des problèmes, par exemple, de chômage dans nos pays, et que nous disons, nous devons avoir des chaînes de valeur importantes dans chaque secteur, ça veut dire que nous devons avoir, par exemple, dans le domaine de l'automobile, la métallurgie à tous les niveaux. Oui. Si nous devons développer la chaîne métallurgique, nous serons obligés de polluer. En tout cas, donc, il n'y a pas deux moyens de créer le développement industriel que ce qu'eux-mêmes ils ont inventé. Merci, Jonathan Batenguene. On donne donc le dernier mot à Barthélémy. Barthélémy, que faire finalement, maintenant qu'on sait qui est le pollueur, maintenant qu'on sait ce que représente l'Afrique dans ces mécanismes des COP, que peut faire ou que peuvent les Africains pour tirer leur épingle du jeu? Donc c'est comme je le disais tantôt, vous m'excusez pour ma voix, c'est comme je le disais tantôt, l'Afrique gagnerait beaucoup à se rallier aux BRICS, l'Afrique gagnerait beaucoup à se rallier à des partenaires géostratégiques avec Moscou, et l'Afrique gagnerait à rééduquer ses masses populaires, parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à mieux comprendre les enjeux des changements climatiques, ce qui est en train de se passer actuellement à travers le monde. Donc je pense que les enjeux sont énormes. Alors, quand Macron dit que ce sommet, ça sera un sommet de la justice, que cette COP27, ça sera un sommet pour rendre justice aux Africains, je pense vraiment que quelque chose de négatif se prépare pour l'Afrique. Alors, et entendre également le pull-out, c'est-à-dire que le retrait des troupes Barkhane au niveau de l'Afrique, je pense que les enjeux du moment sont énormes. Et il ne faudrait pas que les Africains se cachent la vérité. L'Afrique sera toujours le continent où l'Europe
pense que c'est le continent pourvoyeur de matières premières. Et l'Afrique gagnerait à mieux s'armer en matière de partenariat géostratégique. Sans cela, les 30 ou les 54 pays de l'Afrique ne pèsent pas à l'échelle internationale contre ces pays du nouvel ordre mondial. Donc c'est à nous maintenant de le voir, notre façon de travailler. Parce que le travail en groupe, à écouter le Premier ministre britannique, à écouter Macron, à écouter tous ceux qui dirigent, les dirigeants du monde, les pays du G20, c'est deux mondes qui sont en conflit. Le monde qui veut cette multipolarité et le monde occidental. Je pense que l'Afrique gagnerait beaucoup à s'allier vers ceux-là qui veulent vraiment un monde juste, un monde où les ressources naturelles sont vraiment équitables en termes de partage. On verra dans nos prochaines éditions. En tout cas, il signe son entrée dans la grande famille des panélistes de la chaîne de télévision panafricaine Foyo Media Africa. Merci à Jonathan Batenguini et à tous ceux qui nous ont appelés et qui ont animé le débat. Galoseli, Jean-Sac Pono, Ken depuis le Cameroun et tous les autres qui nous ont écrit. Merci également à la grande équipe de diffusion qui nous a aidé dans la préparation et naturellement la diffusion de cette émission. On se retrouve demain à la même heure pour le même programme, Inch'Allah.